Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Salut tout le monde et bienvenue. Vous savez, des fois on a cette impression que notre français sonne un peu scolaire, un peu trop livre, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble un outil tout simple mais hyper puissant pour le rendre tout de suite plus spontané, plus vivant. C'est une petite astuce qui, vous allez voir, change vraiment la donne. On a tous connu ce moment. On veut raconter quelque chose qui s'est produit il y a une seconde. On cherche un peu ses mots, on hésite. Comment on fait pour exprimer ce « à l'instant » sans construire une phrase super lourde et compliquée? Allez, regardez bien ces deux phrases. La première, j'ai terminé la réunion il y a quelques minutes. Elle est correcte, bien sûr, mais elle sonne un peu mécanique, un peu trop apprise. La deuxième, je viens de finir la réunion. Ah, là c'est différent. C'est fluide, c'est direct. C'est ce qu'on entend vraiment dans la rue. C'est la vraie vie, quoi. Et voilà, la clé de cette fameuse magie, c'est ça, le passé récent. Mais attention, il faut oublier l'idée d'une nouvelle règle de grammaire barbante. Non, voyez ça plutôt comme un outil super pratique, un petit pouvoir secret pour injecter de la spontanéité dans toutes les conversations. Bon allez, on y va. Comment ça fonctionne ce petit tour de passe-passe? Vous allez voir, c'est presque trop simple et c'est justement ça qui est génial. Alors, c'est quoi ce fameux secret? Regardez, c'est aussi simple que ça. Première étape, on prend le verbe venir et on le met au présent. Deuxième étape, on colle juste derrière le petit mot de. Et troisième étape, on met le verbe de l'action, mais à l'infinitif. C'est tout. Venir de plus l'infinitif. Franchement, c'est pas sorcier, hein? Juste une petite chose à savoir, mais c'est super important pour que ça sonne bien. Si le verbe juste après commence par une voyelle ou un H muet, le de se transforme en D. Simple élision, c'est juste pour que ce soit plus joli et plus fluide à dire. Et c'est là que ça devient super intéressant, le rôle de venir. C'est lui le moteur de la formule. Et c'est ça le petit truc de génie. On utilise un verbe au présent pour parler d'une action qui est finie. Ce petit paradoxe, c'est ce qui crée cette sensation incroyable d'immédiateté, comme si l'action venait de se passer sous nos yeux. Ok, bon, à cette blabla théorique, on va voir comment cette formule s'anime dans la vraie vie. On va passer en revue quelques exemples avec des verbes du quotidien. Voilà un premier exemple, tout simple. Je viens de manger. C'est fini, oui, mais c'est si récent qu'on peut presque encore sentir l'odeur du sandwich. C'est direct, c'est vivant. Et là, attention, on a notre fameuse élision avec d'arriver. On sent presque l'agitation dans l'entrée. Leur arrivée, elle a un impact direct sur ce qui se passe maintenant. Ce qui est super, c'est que la structure est hyper souple. On peut facilement glisser un adverbe, comme précipitamment, pour donner plus de couleur à la phrase. La base vient de partir, elle ne bouge pas. Évidemment, ça marche avec n'importe quel sujet, nous venons de finir. La mécanique est toujours la même. C'est facile. Ah, ça, c'est la phrase parfaite pour les retardataires au ciné. On sent l'urgence, le film a démarré à l'instant, il faut se dépêcher. Encore une situation du quotidien. Ce qui compte ici, c'est que l'info est toute fraîche. Le colis est là, maintenant, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Et regardez, ça marche aussi super bien pour poser une question. C'est l'idéal pour vérifier un truc qu'on croit avoir vu ou entendu à la seconde. Allez, un dernier pour la route qui résume bien l'idée. L'info est chaude, elle vient tout juste d'arriver à mes oreilles. C'est vraiment ça, le cœur du passé récent. Bon, ok, là, on a les bases. C'est simple et ça marche. Maintenant, on va creuser un tout petit peu pour aller chercher les subtilités, les petites nuances qui font toute la différence. S'il y a un mot à retenir, c'est celui-là, l'immédiateté. Le passé récent, c'est pas juste pour dire qu'une action est terminée, c'est pour dire qu'elle vient juste de se terminer. Elle a encore, disons, un pied dans le présent. Et c'est ça qui lui donne toute sa force. Regardez bien ce tableau, il explique tout. Si on dit « je viens de recevoir ton message », ça implique « je l'ai là, sous les yeux, je suis en train de le lire ». Il y a un lien direct. Alors que « j'ai reçu ton message il y a quelques minutes », ça met une distance. C'est plus un constat, plus froid. Et là, c'est l'astuce du chef. Le petit truc en plus pour sonner encore plus naturel. On peut rajouter le mot « juste ». Je viens juste de comprendre. Ça veut dire que l'ampoule vient de s'allumer dans ma tête à la seconde même. C'est très courant à l'oral. Côté grammaire, franchement, pas de stress. La structure de base est super solide. Pour dire non, le ne pas vient entourer le verbe venir. Et pour poser une question, on inverse simplement le sujet et le verbe. C'est tout. Bon, maintenant on a toutes les cartes en main. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que ça devienne un automatisme, un réflexe. Alors comment on fait? Alors voilà deux petits jeux pour s'entraîner. Le premier, le jeu de l'instant. Peu importe où on est, on décrit à voix haute ce qui vient de se passer. Le bus vient de démarrer. Le deuxième, le journal de l'instant. Chaque jour, on prend 2 minutes pour écrire 3 phrases qui commencent par « je viens de ». C'est en le faisant, en le répétant, que ça va rentrer. Et voilà, on termine avec cette question qui utilise bien sûr la structure qu'on vient d'explorer.
Le passé récent, c'est bien plus que de la grammaire. C'est un pont entre ce qui vient de se passer et le présent. C'est ce qui rend une conversation vivante. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez dès aujourd'hui et vous allez voir la différence. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est un peu un monument de la langue française, le subjonctif. Un monument ou un cauchemar pour certains. Exactement. Et en préparant cette discussion, je suis tombé sur une phrase dans nos notes qui m'a vraiment interpellé. Le subjonctif serait la signature sonore de l'âme francophone. Ah ouais, c'est une belle formule. C'est magnifique, non ? Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est pas juste de revoir des règles de grammaire, mais de comprendre ce que ça cache. C'est ça. L'idée, c'est de saisir la philosophie derrière le mode. De voir le subjonctif non comme une contrainte, mais vraiment comme un outil pour nuancer sa pensée, pour exprimer une perspective. Passer d'une langue qui décrit à une langue qui interprète en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Bon, alors, pour commencer, la première grande idée qui ressort, c'est que le subjonctif, c'est le mode de l'irréalisme. C'est un peu technique comme mot. Oui, mais l'idée est simple en fait. C'est tout ce qui n'est pas encore un fait, tout ce qui relève du virtuel. Le souhait, le doute, l'émotion. Le monde de la potentialité, comme vous dites. Exactement. C'est un espace mental. L'indicatif décrit ce qui est, le subjonctif, lui, exprime une vision de l'esprit. Et c'est là que j'ai eu un déclic en lisant. On a l'exemple « je veux partir ». Simple, infinitif. Et juste après, « je veux que tu partes ». Et là, tout change. Oui, Pourtant, le verbe de départ, c'est le même, vouloir. Alors la différence, c'est juste qu'on a deux personnes différentes. C'est aussi simple que ça. c'est la clé de voûte de tout le système. Vraiment. Les notes appellent ça la clé cognitive. La clé cognitive, j'aime bien. Quand le sujet est le même pour les deux verbes, l'infinitif suffit. L'action est centrée sur une seule personne. Je crains de tomber. D'accord. Mais dès qu'une volonté ou une émotion s'exerce sur quelqu'un d'autre, eh bien là, le subjonctif devient nécessaire. Il marque cette dépendance, cette... Cette force gravitationnelle, comme le disent les notes. J'adore cette image. C'est une très bonne image, oui. Le subjonctif n'arrive jamais seul, il est toujours déclenché par un autre élément. Les fameux déclencheurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut les regrouper en grandes familles. C'est bien ça? Oui, et ça rend l'apprentissage beaucoup plus intuitif. Au lieu d'une liste sans fin, on a une carte mentale. On peut dire qu'il y a 4 grands territoires. Alors allons-y. Le premier territoire, c'est la volonté. Ça semble assez logique. Le plus évident, oui. C'est tout ce qui est souhait, ordre. On a vouloir que, exiger que. L'exemple des notes, c'est « je souhaite que tu fasses attention ». Mon souhait n'est pas la réalité. C'est une projection. Exactement. C'est une volonté qui cherche à influencer l'action de quelqu'un d'autre. Deuxième famille, le doute, l'incertitude. Là, on est dans le flou, avec des verbes comme « douter que » ou « il se peut que C'est le domaine du non avéré, de ce qui n'est pas certain. ». Je doute qu'elle soit intéressée. Son intérêt est une simple possibilité, pas un fait. Logique. Voilà. Et attention, on y reviendra, mais c'est là qu'on trouve la fameuse bascule avec des verbes comme croire, je crois que, c'est de l'indicatif, mais je ne crois pas que... Ça devient un doute, et donc subjonctif. D'accord, on garde ça pour plus tard. Troisième famille, l'émotion. Ah, celle-là est immense. Oui, de la joie à la peur, être content que, craindre que. L'exemple, c'est « je crains qu'elle n'aille trop loin ». Ce qui est intéressant ici, c'est que l'action est peut-être bien réelle, mais c'est ma réaction subjective, ma peur qui colore tout et qui... Qui déclenche le subjonctif. C'est le mode de la subjectivité par excellence. Ce n'est pas le fait qui est subjectif, c'est le regard qu'on porte dessus. C'est la différence entre « il est parti », un constat, et « je suis triste qu'il soit parti ». C'est exactement ça. Vous mettez le doigt dessus. Et la dernière famille, c'est la nécessité. Souvent impersonnelle, Le fameux « il faut que ». le grand classique. Mais aussi, il est indispensable que, il est essentiel que, et il ne faut pas oublier les conjonctions comme pour que ou bien que. Elles sont des déclencheurs très puissants. D'accord. Cette carte en 4 familles est très claire. Mais pour que ça marche, il faut les verbes. Et c'est souvent là que ça coince. Surtout les verbes irréguliers. Ben oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une dizaine de verbes couvrent la majorité des situations. Et ce ne sont pas n'importe lesquels. Lesquels, par exemple? On a être, que je sois, avoir, que j'ai, faire, que je fasse, pouvoir, que je puisse, savoir, que je sache. Ce sont les verbes les plus fondamentaux, en fait. Ce sont les verbes de l'existence, de l'action, de la capacité. Ils sont au cœur de l'expression. Si on les maîtrise, on a déjà fait un pas de géant. C'est sûr.
Mais alors, entrons dans les nuances, le niveau un peu plus avancé. C'est là que ça devient, je trouve, vraiment fascinant. Ah oui. Reprenons le cas de penser et croire. Je pense qu'il vient. Indicatif. Je ne pense pas qu'il vienne. Subjonctif. Pourquoi? Intuitivement, penser, c'est toujours subjectif, non? C'est une excellente question. En fait, quand vous dites « je pense que », vous affirmez votre opinion. Vous la présentez comme une certitude personnelle. D'accord, je m'engage. Vous vous engagez, voilà. La langue française considère ça comme relevant du certain. Par contre, dès que vous dites « je ne pense pas que », vous retirez cet engagement. Vous ne présentez plus une certitude, mais un doute. Et qui dit doute? Dit subjonctif. C'est la négation qui fait tout basculer. Et pour une question, c'est pareil, j'imagine. Penses-tu qu'ils viennent? Exactement. L'interrogation par nature ouvre un espace d'incertitude, donc subjonctif. C'est d'une subtilité incroyable. Autre cas qui m'a surpris dans les notes, le superlatif. On a « c'est le plus haut immeuble que la ville possède », avec l'indicatif. Oui. Et juste après, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu, avec le subjonctif. Pourquoi cette différence? Alors là, la logique, c'est de distinguer l'objectif du subjectif. La hauteur d'un immeuble, c'est mesurable, c'est un fait. On reste dans le factuel, donc indicatif. C'est vérifiable. Voilà. En revanche, le meilleur film, ça, c'est un jugement de valeur. C'est purement personnel. C'est pour moi. C'est le pour moi qui est encodé dans la grammaire. Le subjonctif est vu, signale que ce superlatif n'est pas un fait universel, mais le sommet d'une expérience subjective. C'est brillant. Et pour finir sur ces nuances, le cas de bien que, les notes sont formelles, c'est toujours suivi du subjonctif. Toujours. Même si le fait est vrai. Bien qu'il soit médecin, il ne comprend pas. C'est un fait qu'il est médecin. Alors pourquoi? Parce qu'avec bien que, le subjonctif ne porte pas sur la réalité du fait. Il porte sur le caractère surprenant, paradoxal de l'opposition que vous établissez. Ah, d'accord. Le subjonctif signale. Je reconnais ce fait, mais je trouve que ce qui suit est étonnant ou illogique. C'est un commentaire, une prise de position sur le lien entre les deux idées. C'est un outil de rhétorique, en fait. On concède un point tout en le nuançant immédiatement. C'est un outil très puissant, oui. Et pour être complet, il faut mentionner le subjonctif imparfait, que je fisse, qu'il par là. Ah oui, le fameux. Soyons clairs, à l'oral, aujourd'hui, c'est inutilisable. Ça sonnerait très pédant. Mais le reconnaître dans un texte de Flaubert, c'est un marqueur de compétence culturelle. Il faut le connaître, pas forcément l'utiliser. Bon, si on fait le bilan, ce qui est frappant, c'est que le subjonctif, c'est bien plus qu'une règle. C'est un instrument pour structurer sa pensée, pour exprimer le monde tel qu'on le perçoit. C'est la synthèse parfaite. Et c'est pour ça que les exercices pratiques proposés dans les sources sont si intéressants. Ils ne sont pas mécaniques. Oui, j'ai adoré cette idée de pratiquer le débat intérieur. Se parler à soi-même en formulant ses doutes. Il se peut que je me sois trompé. Je doute que ça puisse fonctionner. C'est une sorte d'immersion cognitive. On n'apprend pas la règle, on l'incarne. On s'entraîne à penser avec la langue. Il y a aussi le conseil de lire à voix haute des auteurs comme Annie Ernaux ou Emmanuel Carrère. Pourquoi eux en particulier? Parce que leur écriture est très introspective. Ils utilisent le subjonctif de manière très naturelle pour disséquer les sentiments, les souvenirs, les incertitudes. Les lire à voix haute, c'est absorber la musique de la phrase. On s'imprègne de la syntaxe? C'est ça, jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. C'est pareil en écoutant des débats ou des émissions de philosophie. On entend les intellectuels s'en servir comme d'un scalpel pour affiner leurs arguments en direct. Et donc, si on relit tout ça, on comprend mieux l'idée que le subjonctif est au cœur de l'élégance argumentative à la française. Absolument. Il permet de hiérarchiser, de distinguer le fait du commentaire. Il est crucial pour concéder un point dans un débat, bien que vous ayez raison sur ce point, tout en maintenant son désaccord. Il module la force d'une phrase. Il y a un monde entre « je veux que tu le fasses » et « j'aimerais que tu le fasses ». Un monde. Et c'est là que la grammaire devient un instrument de finesse. La conclusion des notes est un peu provocatrice, mais juste. Je me souviens, oui, que maîtriser le subjonctif, c'est affirmer son appartenance à la communauté des francophones cultivés. C'est un peu élitiste, mais ça montre bien l'enjeu culturel qui se cache derrière. Finalement, ce voyage au cœur du subjonctif, c'est une fenêtre sur une manière de penser. Une façon de tracer la frontière entre le réel et le ressenti.
C'est tout à fait ça. Et ça m'amène à une dernière réflexion qui va un peu au-delà de nos sources. On vous écoute. On a vu à quel point le français, avec le subjonctif, établit une distinction très claire, presque architecturale, entre le factuel et le potentiel, le doute, le désir. Oui, c'est sa fonction première. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Si une structure grammaticale aussi présente façonne la manière d'exprimer l'incertain, comment est-ce que l'absence d'un outil aussi systématique dans toute langue, comme l'anglais moderne, pourrait influencer la façon dont leurs locuteurs perçoivent, et surtout communiquent, cette frontière parfois si floue entre la réalité et la potentialité ?